Bonsoir tout le monde. Je pense qu'on a eu un petit décalage. On est de retour. Bastien qui est à l'opposé de l'écran et moi-même, Pierre-Olivier, tous deux physiothérapeutes, pour déjà notre 8e épisode en direct. Encore une fois, on fait l'épisode pour vous. On disait, comme on avait la dernière fois, le but, c'est que vous nous mettiez vos commentaires, que vous nous écriviez, participez au live. On veut que ce soit interactif. Mauvais jeu de mots ici, mais c'est bien correct. Fait que posez vos questions. Puis, on a bien hâte de vous lire. Bastien, en fait, a hâte de vous lire. C'est lui le maître du fil Facebook. Yes! Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, qui s'annonce d'ailleurs passionnant, j'aimerais vraiment prendre une minute pour dévoiler la gagnante du concours de la semaine dernière, là, qui rapporte là, une analyse de son patron de course ou de sa blessure si malheureusement là, la personne ne peut pas présentement courir. Elle se nomme Joanie Bouchard, elle est de Québec. Fait qu'on te félicite, Joanie, puis on va prendre notre webmestre, Marie-Ève, productrice, va prendre contact avec toi pour qu'on se rencontre là, pour éventuellement évaluer ce patron de course-là. PO, le thème du jour? Ben exact, vous avez été nombreux à nous le demander. Là. Vous vouliez qu'on parle de commotion, donc on vous en reparle une deuxième fois. Effectivement, en frais d'information et non pas en nombre de commotions. Vous avez dit j'ai besoin d'infos, vous voulez juste en savoir plus. Fait que notre but, puisque c'était, comme on disait tantôt, de répondre à vos questions, on est de retour pour la deuxième partie de mythes et réalité avec l'éminence Philippe Fay, notre collègue et ami qui est là. Fait que bonsoir Phil. Salut à tous. Content de t'avoir parmi nous. Content d'être là, les gars. Puis je vous arrête tout de suite. Déjà, une surprise. Hein? C'est la huitième séance du Facebook Live. Je suis vraiment content que ça fonctionne comme ça. Bravo, les gars. Vous êtes Merci. des vedettes. Mais il n'y a pas de hasard. Mon numéro de joueur de soccer des vieux crampons, c'est le numéro 8. Ben non! Ben oui. Alors, il n'y a pas de hasard. Ben, je suis un peu débalancé parce que je ne m'attendais vraiment pas à sortir ça, mais c'est parfait, c'est bon. D'ailleurs, pour les gens qui n'étaient pas là lors du premier épisode, là, Phil des stunts, il y en a un puis un autre. Ce qui fait que si vous voulez réécouter le premier épisode ou pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, là, cliquez sur notre page Facebook Physio Interactive, cliquez sur le petit j'aime, allez dans la section vidéo, puis vous avez accès à toutes nos anciens capsules en direct, là, que ce soit sur la course à pied, le vélo, et évidemment le premier épisode sur la commotion cérébrale avec Philippe. Je vous rappelle aussi là, que vu la popularité de Philippe Fay, on a des gens malveillants qui essayent de vous faire cliquer sur des liens puis de vous faire voler certains de vos sous durement gagnés. Cliquez sur rien. On a toujours dit que ça va être gratuit. C'est encore gratuit, puis ça va rester gratuit. Fait que si vous avez de l'argent, carte de crédit à donner, vous pouvez appeler PO personnellement, mais ne payez rien là, pour la clinique. Fait que sans plus tarder, on commence avec un premier mythe ou réalité. Je me lance. Puis je réexplique là, le concept rapidement pour ceux qui n'étaient pas là à la première épisode. Là. On veut garder ça simple, hein, c'est-à-dire si vous voulez répondre mythe réalité, mettre juste on va toujours vous dire là, c'est le premier, c'est le deuxième, c'est le troisième. Vous pouvez mettre un mythe, un réalité. Ça nous donne une bonne idée là, de tâter le pouls de notre population, voir êtes-vous d'accord ou pas avec ça. Vous aguez par rapport à la commotion. Yes, exact. Voir, on a-tu un public à l'affût. Puis évidemment, de commenter, là, vous avez des questions, quelque chose, vous voulez une information pertinente, gênez-vous pas. C'est en bas que ça se passe en commentaire, c'est moi qui vous réponds. Je suis d'ailleurs content de voir là, que Laurence Brassard, qui nous avait posé des questions lors du premier live, est de retour. Fait que, bon, on est prêt. Il va y avoir quelques questions, c'est bon. On est prêt. Premier, mythe ou réalité, la commotion cérébrale est un phénomène relativement nouveau dans la population en général parce qu'avant Sidney Crosby, avant qu'il manque une année suite à une commotion, la commotion était seulement connue dans le monde sportif. Mythe ou réalité? Ben ça, c'est vraiment un mythe parce que ça fait plus de 2000 ans là, que la commotion cérébrale a été mentionnée. Alors, oui, la commotion cérébrale, ça vient du mot concutere. Peut-être que je n'ai pas exactement le bon mais c'est du latin, puis ça veut dire brasser violemment. Donc, même il y a 2000 ans, on parlait déjà de problèmes qui amenaient des symptômes après avoir brassé violemment la tête. Donc, concutere qui, par la suite, est devenu commotion cérébrale. Et même au fil des années, on a vu la commotion cérébrale nommée dans plein de places.
notamment dans la Bible plusieurs fois, 3 fois, si je ne m'abuse. Dans toute les Jeux olympiques, là, les vrais Jeux olympiques ancestraux, il y avait des commotions cérébrales. Puis plus récemment, on en voit beaucoup dans les comic books, notamment Tintin. Alors, un autre stunt, pas vraiment stunt, mais un autre hasard peut-être. En moyenne, Tintin a subi 8 commotions cérébrales. Oh! Alors, pour un total d'environ 250 dans toutes ces histoires. Et il y a aussi Batman qui est un super-héros qui est en fait un peu spécial parce que c'est un super-héros qui est humain et qui utilise des pouvoirs par des ajouts de la technologie. Et lui, il a subi plus de 200 commotions cérébrales dans sa carrière, si je pourrais dire. Donc, en mémoire de Batman, d'ailleurs, j'ai mis mon chandail. Parfait. Voilà. Alors, Batman qui a subi plus de 200 commotions, c'est en même temps, ça permet de montrer à la population qui lise des livres comme ça, qui regarde des films, d'être en contact avec les commotions. Puis des fois, on ne se rend pas compte que ces impacts-là sont vraiment une commotion, provoquent des symptômes. D'ailleurs, dans un comic book Batman dans les années 70, nommait précisément qu'il avait reçu un coup sur la tête et que ça provoquait plusieurs symptômes, dont des maux de tête. Donc, il nomme même les symptômes que ça provoque. Wow! Non, ce n'est pas nouveau. Wow! Intéressant. Bon, j'aime bien toujours la première question, le préambule historique, même dans notre épisode 1, c'était incroyable, mais ça, là, encore les références aux personnages, là, c'est parfait. Je pense que déjà là, c'est très accrocheur. Fait qu'on y va avec notre deuxième question, à moins que des gens déjà veuillent parler de Batman encore plus longtemps. Là, mais... Ça va. Donc, pouvons-nous traiter la commotion via la téléréadaptation, qui est un phénomène très en vogue, là, on dit en physiothérapie, mais je pense que dans toutes les autres sphères, même en médecine, c'est très en vogue, donc ça va prendre se faire, j'imagine, éventuellement. Ben oui, en fait, ça c'est une réalité, ça se fait déjà à la clinique Cortec, entre autres. On peut prendre en charge des patients qui ont subi une commotion cérébrale avec plusieurs interfaces. La téléréadaptation, pour ceux qui le savent pas, dans le fond, c'est de voir des patients à distance avec des systèmes, par exemple, vidéo. Et ça permet même de réunir l'équipe interdisciplinaire au sein d'une même visite avec un patient, si l'on veut. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je tiens vraiment beaucoup à l'approche interdisciplinaire, l'approche où il y a plusieurs professionnels de la santé qui vont prendre en charge la commotion cérébrale parce que la commotion cérébrale est multidimensionnelle. Donc, on va avoir des symptômes physiques, par exemple, qui peuvent être pris en charge par des thérapeutes physiques comme les physiothérapeutes. On peut avoir des problématiques cognitives qui peuvent être prises en charge par la neuropsychologue. On peut avoir des problématiques physiologiques qui peuvent être prises en place en charge par la kinésiologue. Donc, c'est toute une équipe interdisciplinaire qui peut rentrer en ligne de compte. Puis, il y en a aussi d'autres, là, comme par exemple les optométristes, les médecins, toutes sortes de professionnels qui peuvent s'ajouter à ça. Ça se fait super bien en termes de téléréadaptation. Puis, en fait, même à la clinique Cortex, on est beaucoup axé sur les données probantes pour la recherche scientifique. Donc, on a lancé un projet de recherche avec, peut-être vous le connaissez, là, c'est une légende dans le domaine de la physiothérapie, un certain Pierre Langevin. Donc, il a lancé l'unique et le seul Pierre Langevin, qui a lancé une recherche en compagnie de plusieurs autres chercheurs dont je fais partie, sur la téléréadaptation, la prise en charge des TCCL, en fait, des gens qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral léger ou communément appelé une commotion. Et ce projet-là, c'est pour voir vraiment l'efficacité, justement, de la téléréadaptation en relation avec, par exemple, des traitements en présentiel quand les gens viennent de la clinique. Donc, ce projet-là est en cours. D'ailleurs, la clinique recrute. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la clinique ou Pierre Langevin. Je crois que notre productrice va mettre son courriel, donc vous pouvez écrire son courriel. C'est bien important, les gens qu'on recherche, c'est des adultes qui ont subi une commotion depuis moins de 3 mois, mais plus que 3 semaines. Dans l'intervalle 3 semaines à 3 mois, qui ont encore des symptômes. Donc, vous pouvez participer à cette recherche. C'est complètement gratuit. Il va y avoir plusieurs visites de prise en charge, 12 visites sur 6 semaines. Donc, c'est un projet de recherche qui est assez intéressant. Oui, vraiment. On va en plus donner des données sur la téléréadaptation vraiment de façon objective.
Puis, si tu me permets, Phil, en fait, justement, Pierre m'a envoyé un courriel, je pense qu'il l'a même envoyé à Bastien pour qu'on parle d'une étude qui allait sortir, là, je pense, je vais dire prochains jours, prochaines semaines. Donc, Pierre Langevin et toi avez participé. Marc-Olivier Dubé aussi, je pense, qui est physiothérapeute, qui fait son doctorat, et Michael aussi, qui fait son doctorat, là, qui parlait un peu des bienfaits, disons, de l'activité physique. En lien avec les commotions. Là, il m'a juste dit, tu peux parler grosso modo de ça, mais il me laissait un peu sur ma faim à savoir quelle en était l'issue. Mais il me disait que ça allait sortir bientôt. Alors, si vous êtes physio, restez à l'affût parce que vous allez pas en voir cette étude-là là, qui devrait sortir dans les prochains jours à ce moment-là. Exactement. On a eu un petit embargo sur les résultats. On n'a pas été en mesure là, de soutirer les verres du nez de Pierre. Ouais, en fait, l'embargo, si je peux me permettre, là, vu que je suis dans les auteurs, là, c'est le journal scientifique qui nous a mis l'embargo. Donc, on ne peut pas donner tous les résultats tant que l'article n'est pas publié officiellement. Puis,
Bonsoir tout le monde. Hey, on s'excuse. Praise 2. En fait, on a dit qu'on faisait un deuxième round de sa commotion, mais on fait aussi un deuxième round de la deuxième round. Plusieurs auditeurs là, nous ont dit qu'ils ont perdu, là, que ça l'a gelé, qu'ils ont perdu notre live là, au fur et à mesure que ça avançait en parlant de la F1. On en a profité, là, Phil, PO et moi, pour jouer à la chaise musicale. Fait qu'on reprend, en fait, là, le dernier mythe, Pierre-Olivier, le 6e mythe que tu allais nous parler. Oui. Fait que je t'invite à reprendre du début, puis on demanderait là, aux gens là, de commenter ci bas là, pour être sûr là, que le signal est bien de retour. Exact, si vous nous entendez. Je peux me permettre, je pense que ça ressemble à une commotion cérébrale, ce qui vient de se passer. Donc, ça amène un peu de désorientation, ça amène un peu de confusion. Nous, on ne sait pas trop ce que les gens ont vu, donc ça amène un décalage entre le patient et le clinicien. Donc, c'est un peu ça qui se passe des fois dans le cerveau quand tu as une commotion cérébrale. Ça amène un type de problème technique du cerveau. Là. C'est super. Ça, c'est parfait, ça. Fait qu'on a été 3 en même temps victimes de la commotion cérébrale Philippe ou commotion cérébrale de la Rive-Sud, appelons ça comme vous voulez. Si je me souviens bien, on était sur la question, j'allais dire non, est-ce que le renforcement cervical peut aider à prévenir la commotion cérébrale? Puis c'est là que Philippe nous parlait justement des pilotes de Formule 1 qui ont des entraînements. Fait que je te laisse aller, Phil, là-dessus. Ben, désolé si tu l'avais déjà entendu, comme je dis, ça amène un peu de confusion, tout ça. Puis quand on a des commotions, des fois, les patients ont l'impression ou les gens qui écoutent les gens qui ont des commotions ont l'impression qu'on se répète, mais la personne qui parle, elle s'en rend pas compte. Donc, je vais redire ce que je disais. Les pilotes de Formule 1, dans le fond, ils ont des entraînements spécifiques pour le cervical. Ils vont placer des casques avec certains appareils, certains poids spécifiques, puis ils vont induire des vibrations très intenses au niveau cervical pour travailler le contrôle moteur du cou, des muscles du cou, pour absorber les chocs, absorber les forces qui sont énormes en Formule 1 et prévenir les commotions cérébrales. Ils ont aussi un casque, bien sûr, mais prévenir aussi d'autres types de blessures. Mais c'est vraiment un entraînement intense. C'est pas le jour 1 qu'ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé ça progressivement avec des exercices probablement très légers pour monter jusqu'à ces exercices-là très intenses. Ces exercices-là, le cou est capable de les prendre parce que c'est une musculature très puissante. C'est juste d'être bien entouré et de bien connaître la progression pour pouvoir faire ces exercices-là. Exact. Juste renchérir, on parlait d'exercices de renforcement. Est-ce que vos physiothérapeutes vous parlent souvent d'exercices de stabilisation, que ce soit cervical ou bien que ce soit au niveau lombaire? Donc, quand ils vont vous parler de ces exercices-là, c'est super important à faire, comme tous nos exercices. Mais vous voyez, ça peut faire une pierre de coups, réveiller nos muscles et peut-être faire une certaine protection, entre guillemets, contre d'autres problématiques. D'ailleurs, un petit aparté là, qu'on a fait aussi sur la course à pied, on avait une dame là, qui nous demandait si c'était normal d'avoir des maux de tête reliés à la course, puis on avait parlé justement de stabilisation cervicale. Ben, sachez que les physiothérapeutes qui sont experts en commotion, là, que ce soit pour faire de la prévention ou après avoir subi une commotion, vont être en mesure d'adapter leur exercice à l'exigence de votre sport. Fait que Phil nous a parlé tantôt de conducteurs de F1 qui vont simuler en fait les exigences là, de la conduite automobile. C'est l'équivalent qui peut être fait là, dans les différents autres sports. On n'a qu'à penser aux joueurs de soccer qui nous écoutent ce soir et qui ont à faire là, des têtes pendant la pratique sportive. PO, on peut enchaîner avec le 6e mythe ou réalité? Exactement. Donc, notre mythe ou réalité qui était j'ai subi un crash ou un accident quelconque, je me sens étourdi, donc ça tourne. Est-ce que d'emblée, c'est une commotion? Bien, ça, c'est intéressant comme question. Donc, ça dépend de la gravité du crash ou de l'impact du crash. Si on parle, par exemple, d'un crash de voiture, c'est à haute vélocité, ça amène beaucoup d'impact, beaucoup de force au niveau cervical. Donc, quand on parle d'un crash ou d'accident qui provoque des symptômes, il y a plusieurs symptômes qui sont non spécifiques qui peuvent se ressembler. C'est-à-dire qu'on peut avoir des maux de tête, par exemple, qui peuvent venir du cou. Donc, le cou qui a un problème va amener des maux de tête. Les maux de tête peuvent venir de la commotion cérébrale, du cerveau en tant que tel qui est affecté, donc qui va amener des maux de tête. Ou encore,
ça peut être des symptômes qui viennent du système vestibulaire, comme par exemple, on parlait tout à l'heure d'étourdissement. Dans la question, on parlait d'étourdissement. Donc, les étourdissements peuvent venir autant bien de l'anxiété, même. L'anxiété est importante pour venir des étourdissements. Le système vestibulaire, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un petit système qu'on a dans l'oreille interne qui est en mesure de mesurer les accélérations. Donc, quand on accélère, on a un petit système dans l'oreille qui va envoyer l'information au cerveau. Ça, quand c'est débalancé, bien, ça envoie des informations faussées au cerveau, puis ça amène des problématiques d'étourdissement, même de vertige. C'est-à-dire que le patient va voir la pièce tourner ou va avoir, lui, l'impression que la pièce tourne ou va se sentir tourner. Dans tous les cas, on parle vraiment de vertige ou d'étourdissement qui rotationne en rotation, alors que quand on parle d'étourdissements qui sont reliés, par exemple, au cou, c'est beaucoup plus léger, ça ne rotationne pas nécessairement. Donc, pour la question ici, c'est un mythe, là. C'est pas parce que j'ai des symptômes d'étourdissement que c'est une commotion cérébrale. Le point vraiment important pour savoir si la personne a une commotion cérébrale, ça prend une atteinte neurologique grave. Ce que ça veut dire, ça veut dire que ça prend une atteinte cognitive ou ça prend une atteinte qui est vraiment neurologique. Ça, des fois, on ne sait pas vraiment parce que le patient ne s'en rappelle plus ou ça peut être très, très, très bref. Donc, dans tous les cas où on n'est pas trop sûr, on va traiter ça comme une commotion cérébrale. Mais dans des cas où il n'y a pas eu d'atteinte neurologique, on peut dire que c'est juste des atteintes qui sont physiques. Donc, ça peut venir soit du cou, donc des maux de tête qui sont provoqués par le cou, qui sont aussi assez particuliers si on les compare à des maux de tête de commotion cérébrale. Même chose pour les étourdissements. Les étourdissements de commotion cérébrale ou d'anxiété sont un peu différents des étourdissements ou des vertiges qui sont provoqués par le système vestibulaire. Super bonne réponse, très complète, Phil. Ça a répondu d'ailleurs à Mme Guillemette à ce sujet-là. J'en profite, on a une question là, du public qui t'a partiellement répondu, Phil, qui nous vient de Gabriel Parent-Leblanc, qui dit « Est-il possible de faire une commotion en courant? » Fait que tu as déjà déterminé là, quel est le lien de comment on arrive à savoir si on a subi une commotion. Puis il rajoute « J'ai vécu une grosse rechute dans mes symptômes. » Fait que si on parle de quelqu'un qui avait déjà subi une commotion, j'ai vécu une grosse rechute dans mes symptômes en faisant du jogging dernièrement. On aimerait peut-être t'entendre là, élaborer à savoir si c'est possible de subir une commotion en courant. Puis moi, surtout comme clinicien, j'aimerais t'entendre, est-ce possible d'avoir une exacerbation, une augmentation de nos symptômes reliés à la pratique d'activité physique? Parfait. Donc, oui, c'est possible d'avoir une commotion en courant si on court et qu'on frappe un arbre. Mais en courant, simplement, c'est pas vraiment possible d'avoir une commotion cérébrale parce que pour avoir une commotion cérébrale, il faut vraiment qu'il y ait un choc assez important pour que le cerveau bouge dans la boîte crânienne de façon importante. Et si la personne est capable de courir, ça veut dire qu'elle a quand même un certain contrôle au niveau cervical, elle tient déjà sa tête d'une certaine façon. Et si ça provoquait une commotion de courir, c'est que probablement son contrôle cervical ne serait pas assez fort et elle ne serait probablement pas capable de courir. Donc, juste en courant, non, on ne peut pas vraiment se provoquer une commotion cérébrale, à moins d'avoir un accident, comme je l'ai mentionné. Des symptômes qui reviennent après la commotion, ça, c'est un petit peu différent. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé des différents systèmes qui peuvent être atteints. Donc, il faut voir premièrement la cause des symptômes. Quelle est la cause? Quels sont les symptômes? Donc, par exemple, si la personne avait des maux de tête suite à sa commotion, là, ça commence à se résorber, ça va bien. Elle commence à aller courir, les maux de tête reviennent. Mais là, ce n'est pas la commotion qui revient, c'est probablement des symptômes qui sont affectés à d'autres systèmes, comme par exemple, je reviens avec les exemples qu'on a déjà nommés, mais le cou. Donc, si j'ai un problème cervical qui est exacerbé en courant, ou que je suis très crispé en courant, bien, ça peut amener des tensions qui vont amener des maux de tête. Là, les maux de tête qu'on avait dans la commotion, notre cerveau fait l'association, et nous aussi. On se dit, bon, ben, j'avais des maux de tête quand j'avais ma commotion, j'avais plus de maux de tête, je commence à courir, mes maux de tête reviennent, ma commotion revient. Mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment des symptômes qui sont exacerbés parce que j'ai des systèmes qui sont encore problématiques. Ça pourrait être des étourdissements que ça va assez bien. Je pars courir, ça stimule mon système vestibulaire et là, les étourdissements arrivent et donc, c'est pas la commotion qui revient, c'est le système qui est stimulé, qui n'était pas encore prêt à être stimulé, donc ça provoque des symptômes.
Puis est-ce qu'à ce moment-là, Phil, selon toi, ça pourrait être je parle à Gabriel, mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont des symptômes. Est-ce qu'à ce moment-là, une évaluation par un professionnel, exemple, un kinésiologue là, spécialisé, serait de mise dans cette optique-là? Oui, ben, je reviens à mon idée d'équipe interdisciplinaire. Donc, on parle ici de différents systèmes. Donc, c'est bon d'avoir, par exemple, le physiothérapeute qui peut aller voir le système vestibulaire si on parle, dépendant des symptômes, si on parle d'étourdissement, on va aller voir plus avec un questionnement aussi capable d'orienter si c'est plus vestibulaire. S'il y a des maux de cou, par exemple, donc le physiothérapeute est capable d'aller voir ces systèmes-là. Au niveau central, au niveau du système nerveux central, on peut faire des tests physiologiques, des tests à l'effort pour voir comment réagit le cerveau quand on met un effort spécifique sur un vélo stationnaire, par exemple, ou un tapis roulant. Et avec les données qu'on a, on est capable de voir, bon, est-ce que c'est des vestiges de la commotion cérébrale ou est-ce que la commotion cérébrale a encore un impact sur le système nerveux central ou c'est vraiment plus, moi j'appelle ça mécanique. Donc, ça vient plus du cou, du système vestibulaire, ça peut même venir d'autres systèmes musculaires là, qui font que j'ai des tensions qui provoquent des symptômes. Donc, c'est important, oui, d'avoir une évaluation sans dire que j'ai besoin de toute l'évaluation de tous les professionnels qui existent, mais au moins ciblée selon les symptômes que j'ai. Puis, des fois, en parlant juste à un professionnel, il va être capable, avec certaines questions, de dire « Ah, ben c'est pas moi que j'ai besoin de voir aujourd'hui, va plutôt voir les kinésiologues, puis on va faire un test. Puis après ça, on va recommencer. Le but, c'est de recommencer à faire de l'exercice, puis d'essayer de prévenir, en connaissant les systèmes atteints, de prévenir qu'il y a des symptômes réapparaissent, mais sans nécessairement avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur là, que la commotion revienne. » Super bon, Phil. On a d'ailleurs, c'est un peu la suite encore de la question. On a Philippe Belland. Ultimement, ce qu'il dit, c'est que, tu sais, on parle depuis tantôt que les symptômes, exemple de maux de tête, de céphalée peuvent venir de différentes origines. Mais est-ce qu'une commotion peut survenir sans maux de tête? Wow, ça, c'est une bonne question. Merci, Phil. Très, très bonne question. Je dirais que le mal de tête, c'est le symptôme le plus fréquent de la commotion. Par contre, je pense qu'on peut avoir une commotion cérébrale sans avoir de maux de tête, mais c'est vraiment pas très fréquent. Comme je disais, là, dans la majorité des cas, il y a des maux de tête qui sont reliés à la commotion cérébrale, puis c'est des maux de tête qui apparaissent assez rapidement, souvent qui sont aussi un petit peu plus lents à s'en aller. Mais oui, ça se pourrait qu'il y ait une commotion cérébrale s'il y a une atteinte neurologique brève. Donc, assez simple, que le cerveau a bougé dans la boîte crânienne provoque des symptômes de problèmes d'attention, de concentration, puis des problèmes autres, d'autres symptômes, sans nécessairement avoir des maux de tête. Par contre, c'est très, très rare. Moi, je ne suis même pas sûr que j'ai déjà vu quelqu'un avec une commotion sans maux de tête. Peut-être un petit aparté, je pense qu'on a un petit peu le temps. Là. En masse. Oui. Pour toi, oui. Ce qui est important de voir, c'est que quand quelqu'un a un mal de tête, c'est un coup, par exemple, il va associer un mal de tête, c'est facile à s'en rendre compte. J'ai mal à la tête. Donc, il va avoir plus tendance à peut-être aller consulter si le mal de tête perdure. Mais quand on a des problèmes cognitifs, des fois, ils sont un petit peu plus légers. Mais exemple, les temps de réaction qui sont ralentis. Mais ça paraît pas nécessairement rapidement. On ne s'en rend pas compte. On peut continuer de fonctionner dans la vie de tous les jours sans nécessairement. On va voir quelques problèmes, mais sans nécessairement voir facilement qu'on est atteint. Ou les problèmes d'attention, on fait du sport la fin de semaine. C'est quand on arrive à l'école, tout à coup, on recommence à voir. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les gens ne font même pas le lien. De dire, ben, je ne comprends pas, je suis tourné au travail, elle n'allait pas super bien, mais il n'y avait pas de mal de tête, par exemple. Ça va pas super bien au travail, je ne comprends pas, puis ça prend plus de temps à se rendre compte, mais c'est parce qu'il y a eu un coup en fin de semaine. Donc, quand il y a des délais comme ça, des fois, c'est un peu plus problématique, mais quand c'est des symptômes physiques, souvent, les gens vont s'identifier plus rapidement à ça, puis vont identifier plus rapidement la problématique parce qu'ils ont de la douleur à tout. Super bon, très vrai. J'ai une question qui s'adresse plus particulièrement aux professionnels de la santé, Phil, pour toi. Je te rassure, là, mon but, c'est pas de peindre dans un coin. La mythe ou réalité, il n'existe présentement aucune formation sur la commotion cérébrale, ou plutôt sa gestion de la commotion cérébrale au Québec. Bien, ça, c'est un mythe. Il y en a plusieurs.
On va commencer, par exemple, avec une formation qui est gratuite, qui est donnée par l'Université Laval, qui s'appelle un MOOC. C'est un cours sur plusieurs semaines qui est gratuit, qui est offert aux professionnels de la santé. Puis ce cours-là a été à l'origine créé par Pierre Frémont, qui est un médecin à l'Université Laval, qui est professeur aussi au département de physiothérapie de l'Université Laval. Et donc, ce cours-là fait le tour de la commotion cérébrale. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que... Oui. Oui. OK. Moi, je me vois un peu saccadé. Donc, ce cours-là est assez intéressant parce qu'il permet de créer un protocole de retour pour les écoles, un protocole de suivi pour les commotions cérébrales, qui est quand même ajusté souvent parce que, comme là, vous venez d'avoir la nouvelle réglementation pour les physiothérapeutes. Exact. Donc, le MOOC doit être ajusté. C'est pas un MOOC qui est juste pour les physiothérapeutes, mais de partie là-dedans. Puis, tout à l'heure, dans l'étude qu'on parlait, que Pierre et moi, on a faite, Pierre Frémont est aussi partie de cette étude-là. Donc, ce cours-là existe. Faut voir sur le site Internet de l'Université Laval parce qu'il n'est pas tout le temps en cours. Là. Il y a certaines sessions dans lesquelles il est ouvert. Sinon, il y a d'autres formations, dont une que je donne avec Pierre Langevin et moi-même, qui est une formation plus dédiée aux professionnels de la santé. Formation sur 2 jours où on va vraiment ouvrir la commotion cérébrale depuis que ça arrive jusqu'au retour en clinique, en passant des cas aigus jusqu'aux cas chroniques, puis des cas complexes aussi. Donc, et puis il y a d'autres formations aussi qui existent, soit en ligne. Mais au Québec, là, il y a vraiment la formation de Pierre et moi qui est pour les professionnels de la santé. On donne depuis plusieurs années. Puis le MOOC qui est super intéressant, vous pouvez faire à votre rythme sur Internet, qui est offert par l'Université Laval. OK, j'ai juste voulu vous dire, allez vous inscrire rapidement. On passe à notre prochain mythe et réalité. 8e? 8e déjà, ouais, j'ai perdu le compte. Mais 8, c'est un chiffre important, on l'a appris au début de la vidéo. Voilà. Hein? Exact, le chiffre béni de fil. La commotion peut entraîner des troubles du sommeil. Mythe ou réalité? Bien, ça, c'est une réalité. Les troubles du sommeil qui sont même une catégorie de symptômes en soi, parce que les troubles de sommeil veulent dire plusieurs choses. Donc, ça veut dire soit manquer de sommeil, soit dormir trop, puis tout l'intervalle entre les deux. Donc, c'est assez intéressant. Puis, pourquoi c'est important de parler des troubles du sommeil? C'est que quand on parle de commotion cérébrale, il y a 4 dimensions. J'en ai déjà mentionné un petit peu tout à l'heure, sans mentionner que c'était des dimensions qui sont atteintes par la commotion. Mais on va avoir la dimension physique. Donc, quand on parlait de maux de tête tout à l'heure, ça va rentrer dans la dimension physique. On va avoir la dimension cognitive. Donc, la commotion va affecter les différents systèmes cognitifs, comme de l'attention, de la concentration, les temps de réaction. On va avoir la dimension affective. Ça, c'est une dimension souvent qu'on ne parle pas nécessairement ou qui est tabou, mais les cliniciens puis les patients parlent souvent de physique puis cognitif. Donc, j'ai mal à la tête, je suis dit, j'ai une manque de concentration et d'attention. Ça s'arrête là. Mais par contre, toute la dimension affective est importante. C'est la 3e dimension. Donc, si on parle, par exemple, de stress augmenté, l'anxiété qui est un symptôme de la commotion, mais qui fait aussi un facteur que la commotion va être plus lente à récupérer. Donc, ça, on va rentrer ça dans la dimension affective, l'habilité émotionnelle. Des fois, les gens vont se mettre à pleurer, rire pour des petits détails, on ne sait pas pourquoi, mais parce qu'il y a une commotion cérébrale. Et la 4e dimension, c'est les troubles du sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est que les troubles du sommeil vont avoir un impact direct sur les 3 autres dimensions. Indéniable. Donc, si quelqu'un dans notre public ce soir, au lieu d'aller se coucher pour faire une nuit blanche, demain matin, il pourrait avoir des symptômes. Il pourrait avoir des maux de tête, il pourrait avoir un stress, il pourrait être anxieux peut-être parce qu'en allant au travail, bon, ça amène certains symptômes qui sont semblables à la commotion. C'est ça qui est un peu spécial. Donc, d'ailleurs, je sais pas si on a le temps de parler de science un peu, mais en fait, il y a une étude scientifique chez des étudiants universitaires, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent ce soir, puis ils ont regardé des étudiants universitaires qui avaient une commotion versus des étudiants universitaires qui étaient en examen de mi-session et en examen de fin de session. Ce qu'ils se sont rendus compte, quand ils remplissaient les grilles de symptômes, une grille de commotion symptomatique puis une grille de
pré-examen final, je ne sais pas de quel cours, par exemple, ça amène un grand stress, puis ça amène des symptômes qui sont semblables à la commotion, puis surtout qu'il y a certains étudiants, ici, je sais que vous étiez des étudiants modèles, mais certains étudiants, toute la nuit, qui manquent de sommeil un peu, arrivent le matin avec le stress, et donc on ne sait plus si, en plus, eux ont eu une commotion, on ne sait plus c'est quoi les symptômes, est-ce qu'ils viennent de la commotion ou est-ce qu'ils viennent du manque de sommeil. Donc, le manque de sommeil va avoir un impact direct sur les autres dimensions, et c'est pour ça même que des gens qui ont des troubles du sommeil préexistants, j'en vais en nommer un peut-être plus connu, l'apnée du sommeil. Il y a des gens qui ont de l'apnée du sommeil risquent d'être plus lents à récupérer d'une commotion parce que justement le sommeil, d'ailleurs les gars, savez-vous à quoi sert le sommeil? Je lance une question. Oui. Ben, la réponse grand public serait de recharger les batteries, mais j'imagine que c'est pas à ça que tu t'attends de notre part. En fait, presque, recharger les batteries, mais il y a deux causes au sommeil. Première cause, c'est une fonction de réparation du cerveau. Pas nécessairement que le cerveau est brisé, mais de régénérescence du cerveau, on va dire. Donc, ça permet, oui, comme tu l'as dit, dans le grand public, de régénérer les batteries. Puis l'autre fonction, c'est l'apprentissage. On apprend en dormant. Donc, on va cristalliser nos apprentissages en dormant. Donc, c'est pour ça que les gens qui ont des problèmes de sommeil avant d'avoir une commotion, là, le cerveau fonctionne moins bien, c'est plus lent à récupérer parce qu'on aide à récupérer vraiment pendant le sommeil. C'est pour ça aussi que y a certaines personnes qui vont se mettre à dormir vraiment beaucoup suite à une commotion. Puis quand je dis beaucoup, ça peut être 20 heures par jour. Ouais. En aigu, là, suite à une commotion, parce que le cerveau a besoin de faire un reset, si vous me permettez mon anglais, pour essayer de récupérer. Donc oui, c'est vraiment important, les troubles du sommeil, puis c'est important de bien les gérer en partant. Super bon, Phil. D'ailleurs, j'utiliserais un terme que tu as utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire, tu as parlé de cristalliser. Il y a quelques lives, je ne pourrais pas me rappeler, là, je pense, notre deuxième live à vie. PO, ça fait déjà tellement de temps qu'on fait ça, toi puis moi. J'avais dit qu'on avait eu la question de la soirée, puis je me rappelle même du nom, c'était M. Louis Beaupré qui l'avait posé à ce moment-là. Ben, ce soir, on a aussi une question de la soirée. Phil, je sais que d'habitude, tu arrives cramponné là, à nos lives, prêt à répondre à toute question, pas de terrain glissant. Voici la question de M.A. Deutsch, j'imagine qu'on la nommera pas plus, là. Marie-Annick, Marie-Annie, on peut s'amuser. Après combien de temps les symptômes se cristallisent, c'est-à-dire que les séquelles restantes seront permanentes? En fait, est-ce que c'est possible, oui ou non, d'avoir des séquelles permanentes? Puis si oui, c'est après combien de temps qu'on lance la serviette? J'ai entendu tellement d'informations contradictoires à ce sujet. Fait qu'évidemment, on aimerait t'entendre, Phil, c'est-à-dire mythe ou réalité. Est-ce qu'on peut garder des séquelles de commotion? Si oui, après combien de temps on doit lancer la serviette? Ben, je suis content de ma question. Par contre, c'est un sujet là, explosif, pour le permettre. Donc, il n'y a pas de réponse très claire, honnêtement, dans la littérature scientifique. On sait que, puis on en a parlé dans mon premier live un petit peu, que la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser. Et donc, à ce moment-là, quand on parle de réorganisation du cerveau, ça voudrait dire que si on a les bons outils puis la bonne prise en charge, il ne devrait pas avoir de séquelles. Donc ça serait la réponse basée sur ce qu'on connaît. Maintenant, dans la réalité, c'est que pour favoriser la neuroplasticité, puis d'ailleurs, comme j'ai dit dans le premier live, ou en fait, quelqu'un l'avait dit dans les commentaires, j'avais fait une conférence TED là, maintenant sur YouTube, vous pouvez l'avoir. Ça parle pendant 15 minutes de neuroplasticité, c'est quoi? Donc, comment on peut reprogrammer le cerveau, en fait. Et si on a donc les bons outils, on ne devrait pas avoir de séquelles. Par contre, dans la vraie vie, c'est qu'à un certain moment donné, le cerveau va s'adapter à une condition, puis en fait, il est un peu mal adapté, puis il va garder ces symptômes-là, puis il va cristalliser ça, puis il va devenir sa nouvelle réalité. Et donc, plus ça fait longtemps qu'on est symptomatique, plus c'est dur de casser ce cycle-là, ces séquelles-là, je peux dire. Mais théoriquement, ça serait possible. Mais ça prendrait tellement d'efforts que, je parle des efforts de faire des exercices 24 heures sur 24 ou presque là, quand on est réveillé, mais faire tellement d'efforts que l'effort est tellement intense que ça demande trop pour vraiment réussir à casser ce qui est acquis depuis trop longtemps.
Donc, ce que j'avais, moi, lu dans la littérature, puis on se le fait demander souvent, c'est que les gens que ça fait plus que 7 ans qu'ils sont symptomatiques, on pense que ça prendrait un effort surhumain pour casser ces symptômes-là qui sont perdus dans le temps. Donc, dans la période 3 à 7 ans, c'est aussi assez difficile. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il faut prévenir ça. Donc, ça veut dire que dès qu'on a une commotion cérébrale, on veut la prendre en charge, éviter que les symptômes deviennent persistants pour éliminer de devenir en phase chronique, qui fait qu'à long terme, on va être capable de prévenir tout ça et de ne pas se rendre à des séquelles. Parce que ce n'est pas des séquelles, il va y en avoir, oui, mais c'est des séquelles qui sont réversibles, mais à des fois des efforts tellement grands que les gens ne peuvent pas les faire parce que c'est trop grand. On a quand même une vie à vivre pour le reste. Donc, et en général, après 3 mois, c'est là qu'on commence à avoir une cristallisation des symptômes. Donc, si on est symptomatique pendant 3 mois, il faut absolument rencontrer des professionnels de la santé qui vont nous aider à faire des exercices et essayer de justement casser ce cycle-là. Mais encore là, dans la littérature, ça mentionne qu'un an après la commotion, on est encore, si on parle de commotion cérébrale, on est encore dans l'intervalle entre guillemets normal. Donc, même si les gens sont symptomatiques pendant encore un an, on est encore dans une normalité scientifique, c'est-à-dire que c'est pas si inquiétant que ça. Oui, le patient souffre, puis ça, c'est inquiétant, mais il ne faut pas qu'on s'inquiète pour dire que ça va être permanent. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus ça fait longtemps qu'on a des symptômes, bien, plus ça va prendre des efforts, plus ça va prendre du temps pour casser ces symptômes-là. Je ne sais pas si tu réponds bien à la question, mais... Vraiment, puis tu sais, je pense qu'un point qui est vraiment important à retenir de tout ce que tu nous dis depuis que tu nous jases de commotion, là, que ce soit l'épisode 1 ou l'épisode 2, tu parles beaucoup d'exercices, de réapprendre, de rééduquer. Fait que tu sais, à partir du moment là, que ça fait 4-5 mois que vous assistez à des traitements qu'on dit passifs, là, tu sais, que vous faites traiter, mais que vous n'êtes pas vraiment impliqué dans la réadaptation, ben ça peut sonner une cloche puis vous dire, ben êtes-vous vraiment bien appuyé? Puis si les symptômes surtout n'ont pas beaucoup changé avec ces traitements passifs-là, ça peut être bien là, de demander un avis à un professionnel de la santé de confiance, là, que ce soit à la clinique Cortex, votre médecin de famille, d'avoir un deuxième avis, bref. Puis, si je peux me permettre de rajouter un petit point qui serait vraiment crucial aussi quand on parle de séquelles ou quand on parle de symptômes qui se cristallisent, c'est qu'il y a certains facteurs qui sont prédisposants à ce qu'il y ait une cristallisation des symptômes. Puis des fois, on a des symptômes. Tout à l'heure, je parlais de système physique comme le cou, le système vestibulaire, amène des symptômes parallèles qui ressemblent à la commotion ou qui associent à la commotion. On a aussi d'autres types de problématiques qui peuvent être en même temps que la commotion, qui provoquent des symptômes, comme je parlais tout à l'heure de l'anxiété, quelqu'un qui est déjà très, très, très anxieux avant qu'il y ait une commotion. Mais quand il va avoir une commotion, ça se pourrait que sa commotion soit plus lente à récupérer parce qu'il y avait déjà de l'anxiété, puis là, son anxiété va être décuplée. Donc, quand il y a des systèmes qui sont des conditions préexistantes, des fois, ça peut amener aussi des problématiques différentes. Comme je parlais de l'apnée du sommeil tout à l'heure, des gens qui ont de l'apnée du sommeil, bien, ça risque d'être plus long. Et encore là, on parle, en général, il y a toujours des exceptions de gens qui ont de l'apnée du sommeil qui récupèrent super vite, des gens qui n'ont pas d'apnée du sommeil qui récupèrent en plus long. Mais en général, quand on manque de sommeil avec l'apnée du sommeil, ça rallonge le temps de récupération. Super bon. PO, je pense que tu avais noté là, une question de notre ami qui est aussi un spécialiste des capsules en direct, Monsieur Jean-François Saint-Amand, qu'on resalue encore ce soir, parce qu'on avait répondu là, partiellement à sa question. On y avait ensuite là, répondu là, un peu plus de façon élaborée dans la section commentaires, là, que vous pouvez d'ailleurs regarder ci bas. J'aimerais peut-être ça, PO, que tu reposes la question pour que Philippe là, puisse répondre là, grand public à tous ceux qui nous écoutent. Oui, exact. Fait que je fais dans notre fameux script, là, je passe quelques questions. On veut quand même se garder encore quelques temps pour répondre aux questions du public. J'y vais avec notre mythe et réalité qui était est-ce que c'est mieux de débuter la réactivation après un TCCL sur un vélo ou sur un tapis roulant ou alias faire le jogging? Bien, ça, c'était une super question. Puis, en fait, les premiers protocoles de prise en charge qui ont été faits qui touchaient l'activité physique, puis les premiers tests qui ont été faits, les tests physiologiques, ont été faits sur des tapis roulants où on mettait les patients sur des tapis roulants, puis on augmentait la pente de 1 degré à chaque minute pour voir comment le patient réagit, s'il y avait une commotion, comment il réagit sur un tapis roulant. Là, on s'est rendu compte que
Quand on va faire la même chose, le même type de protocole sur un vélo stationnaire, on revient à notre système vestibulaire. En étant stationnaire sur un vélo, on a moins d'accélération. En fait, on n'a pas d'accélération, donc il n'y a pas de stimulation ou presque pas de stimulation du système vestibulaire, s'il n'y a pas de mouvement de la tête. Et donc, si la personne a des symptômes vestibulaires, c'est mieux de commencer sur un vélo stationnaire, et même de faire de l'activation, donc faire le test sur vélo et ensuite de faire de l'activation sur le vélo. Et ensuite d'introduire progressivement le jogging. Comme on parlait tantôt, il y avait une question sur le jogging, mais quand on va courir, ça amène des chocs, ça amène une accélération, donc ça stimule beaucoup le système vestibulaire. Il y a aussi le système visuel qui est très stimulé en courant, si on parle de courir à l'extérieur, parce que là, on va avoir un flux visuel qui va entrer dans l'œil et donc qui va stimuler aussi notre cerveau. La vision est très importante, donc on va utiliser beaucoup de fonctions du cerveau. Donc, idéalement, on pourrait commencer sur vélo stationnaire et progresser sur tapis roulant ou jogging à l'extérieur ou course à l'extérieur. Si on n'a pas de vélo stationnaire, on peut commencer juste avec des marches avant de vraiment introduire le jogging. À moins que la personne évolue assez bien, il n'y ait vraiment aucune problématique vestibulaire ou vestibulo-oculaire. À ce moment-là, on peut aller sur le tapis roulant. Le message ici important, c'est d'activer progressivement le patient, d'activer la personne de façon protocolaire avec certains protocoles. Il ne faut pas y aller trop intense. Mais si on a le choix, moi, personnellement, j'aime mieux débuter avec vélo stationnaire et ensuite faire progression sur tapis roulant. Fait que, si je peux me permettre, garder tous, vous dites à vos parents de garder leur vélo stationnaire. Si un jour vous faites la commotion, j'en aurai un pour bien faire le protocole de retour à l'activité physique. Juste mentionner, on parle vraiment de vélo stationnaire et non de vélo dehors, parce que si vous allez faire du vélo dehors, ça revient aux mêmes problématiques. On va avoir le flux visuel, on va avancer. En plus, on a une problématique d'équilibre sur le vélo. Des fois, l'équilibre peut être atteint avec la commotion. Donc, si on met quelqu'un sur un vélo dehors, sur une piste cyclable, ça peut amener même une difficulté supplémentaire. Donc, je parlais vraiment de vélo stationnaire. Et en plus, sur un vélo stationnaire, on peut vraiment contrôler le rythme, c'est-à-dire on peut dire à la personne, pédale à tel rythme, avec telle résistance. C'est plus facile à contrôler même que quelqu'un qui fait du jogging, à moins d'être un coureur avéré, qui sait bien courir, mais c'est un coureur débutant, il va peut-être accélérer, ralentir, accélérer. Donc, il y a moins de constance à ce moment-là. C'est vrai. J'ai en tête aussi, là, tant qu'à faire des apartés sur les différentes modèles de vélo, je vais dire, là, j'ai en tête une ancienne patiente qui, elle, était une triathlète, fait qu'habituée d'être beaucoup là, en position très aérodynamique pour la performance, finalement. Puis qui ça amène beaucoup de contraintes au niveau cervical. Fait que c'était quelqu'un qui pensait reproduire des symptômes de commotion, mais qui était finalement là, tout simplement des répercussions de son cou qui donnaient des maux de tête. Puis quand on a élucidé ça, ben clairement, ça a super bien évolué. Là où je veux en venir, c'est que si vous êtes habitué d'être sur ce type de vélo, mais que vous subissez un accident qui amène des contraintes là, cervicales, ben ça se peut que ce type de vélo-là ou le positionnement que vous avez à ce moment-là n'est pas adéquat pour votre retour progressif là, post-commotion. Bonne question. De là, le vélo, encore, on revient le vélo stationnaire. Gardez ça. Exact. Je pense qu'on a le temps peut-être pour une question du public. Bastien, je ne sais pas si avec ton œil de lynx, oui. une bonne question pour nous. J'en ai une, j'en ai deux. En fait, une très rapide que je vais me permettre de répondre. C'est une question de Laurence Brassard. Qui d'autre? Salut Laurence, on te salue. En fait, Laurence, elle nous demande juste là, c'est quoi les guidelines, les lignes directrices pour envoyer passer un scan là, après un accident là, important. Là, on peut penser à un accident de véhicule motorisé, par exemple. Je vais te répondre là, qu'il existe des algorithmes décisionnels pour le faire, puis je vais le mettre disponible là, en commentaire sous ta question, là, Laurence, fait que promis, j'y réponds. Sinon, on a Christine Deschaines qui nous demande, elle dit en fait, là, j'imagine qu'il y a du domaine, là, que ce soit sportif ou de la santé, mais elle nous dit qu'il existe le SCAT, qui est en fait là, une façon, là, pour les gens qui ne connaissent pas ça, un questionnaire pour dépister. C'est vraiment un outil de dépistage de commotion cérébrale. Elle nous dit, il me semble que le SCAT, il ne fait pas la différence entre les symptômes, d'où il origine. C'est une commotion, c'est du cervical, c'est du vestibulaire, pour l'évaluation du retour au jeu. Puis, lui, Christine, elle se demandait, j'ai entendu parler de physiothérapeutes qui faisaient une recherche pour amener des modifications au protocole
pour qu'un athlète qui a eu des symptômes de type cervical seulement puisse retourner au jeu plus rapidement suite au traitement des dysfonctions. Je reprends la question. Est-ce que ça reste sécuritaire de retourner au jeu quelqu'un qui a eu une atteinte cervicale une fois qu'on a pu déterminer qu'il n'avait pas subi de commotion? Puis est-ce que c'est possible de faire ça? Ou est-ce que le protocole initial est standardisé, peu importe l'atteinte qu'on a? Ben, c'est une question difficile, puis si quelqu'un avait la réponse exacte, là, il n'y aurait pas des changements de protocole à tous les 4 ans ou à... Donc, honnêtement, ce qui est très difficile, c'est qu'il faut objectiver le signe neurologique bref. Ça, des fois, c'est très dur, très difficile à objectiver. Donc, je vous donne un exemple, un joueur de football qui rentre face à face, casque à casque avec un autre, il va avoir une problématique cervicale, il a mal au cou, il a un mal de tête. Est-ce que c'est seulement cervical ou est-ce qu'il y a une commotion? Lui, quand ça a frappé, là, ça a frappé fort, ça a résonné, peut-être qu'il y a eu un petit flash, mais c'est tout. Donc, on ne sait pas vraiment s'il y a une atteinte neurologique brève. Premièrement, donc, dans les protocoles, on veut attendre 2 à 3 jours pour voir, premièrement, s'il n'y a pas une blessure plus grave, un saignement intracrânien, par exemple, donc c'est une détermination. Puis voir aussi si j'ai pas des problématiques au niveau cognitif. Donc, à ce moment-là, on pourrait faire des tests neuropsychologiques pour aller voir l'attention, la concentration, différentes choses. Puis, quand on est certain que tous ces tests-là, puis idéalement, c'est que quand on fait ces tests-là, c'est pas blanc ou noir, encore une fois, parce que des fois, on n'a pas la version avant qu'il y ait sa commotion. Même si on a la version avant sa commotion, des fois, ça peut évoluer parce qu'il a fait des apprentissages à l'école, son cerveau a continué d'apprendre. Donc, il peut y avoir des modifications. Donc, c'est pas blanc et noir, là. C'est vraiment mieux d'être conservateur à ce moment-là, de penser que, dire, ben, je pense qu'il y aurait possiblement une commotion, puis je suis mieux de retenir quelques jours de plus que de penser que c'est cervical, puis d'y aller, puis que finalement, c'est une commotion. Que là, la prochaine commotion va être beaucoup plus longue à récupérer. C'est ce qu'on sait. Quand on a des ajouts comme ça de trauma qui s'additionnent, les prochaines sont souvent plus longues à récupérer et aussi plus importantes. Donc, dans la question, si vous êtes sûr que c'est juste cervical, ben oui, vous pouvez le retourner au jeu, là, c'est pas une commotion, mais c'est plus comment qu'on pourrait être capable de mesurer ça. Une chose qui pourrait être intéressante, qui s'en vient probablement dans les prochaines années, c'est un test sanguin qui vient d'être approuvé aux États-Unis, qui pourrait montrer qu'il y a une commotion cérébrale ou pas. Donc, on pourrait avoir encore des symptômes, par exemple des maux de tête, puis on n'est pas sûr, est-ce que c'est cervical, est-ce que c'est commotion? On fait les tests neuropsy, tout est beau. On fait le test sanguin, ça nous dit, oh non, c'est encore une commotion. Ou non, tout est beau. Là, j'aurais moins de difficulté à dire, mais retourne au jeu, même si reste un petit mal de tête, parce que c'est un petit problème de cou qui n'est pas très grave, qui ne va pas amener une augmentation de symptômes. Mais dans tous les autres cas, pour l'instant, il faut être conservateur, puis c'est certainement pas avec le SCAT qu'on va être capable de dire OK, il n'y a pas de symptômes, retourne au jeu. Le SCAT, c'est un outil qui nous dit s'il y a des symptômes, enlève-le du jeu. Mais s'il n'y a pas de symptômes, c'est pas un outil qui nous permet de retourner au jeu. Très bien dit. C'est super bien vulgarisé, Phil. D'ailleurs, c'était un peu le clou du spectacle. On terminait sur cette question-là, Phil. Fait que je suis vraiment content que tu aies apprécié de revenir une deuxième fois, nous parler de commotion. Je pense que les gens, là, on a des cœurs, on a des likes, il y a du monde qui nous drop leur numéro de téléphone. Ça a été super apprécié. Les gens, je pense qu'ils en apprennent. Là, à chaque fois que tu ouvres la bouche, là, on en apprend un peu plus sur la commotion. Je suis sûr que PO puis moi, là, les deux, on est obligés de savoir là, qu'on ne savait pas qu'il y a 2000 ans, on parlait déjà de commotion. Vous pouvez d'ailleurs, là, si vous avez des commentaires pour Phil, des questions pour nous, n'importe quoi, des idées de thèmes, vous pouvez nous écrire là, en commentaire ci-bas. On va retourner lire ça puis vous répondre là, après le live. Aussi, on a des pages, hein, Facebook, la page Fusion Interactive, la page Clinique Cortex. Vous pouvez venir liker ces pages-là. Ça nous aide présentement à avoir un peu plus de visibilité. Puis finalement, on a un compte Instagram, hein, le compte pardon, Fusion Interactive, petite barre en bas, Cortex. Fait que n'hésitez pas à aller donner un j'aime sur ce compte-là aussi.
Exact. Puis, ben, évidemment, on s'excuse, on a entendu un peu d'écho, fait que, mais avec tous les commentaires, je pense que vous avez quand même bien suivi Phil. Je me permets de changer un petit peu notre conclusion habituelle parce que on veut vous parler des 2 prochains thèmes, parce qu'on va prendre une pause là, de nos Facebook en direct à cause de la fête du Québec et de la fête du Canada. Donc, premièrement, la semaine prochaine, on va parler d'arthrite avec Frédéric Ponton, qui est physiothérapeute chez Physio Interactive. Idéalement, ça sera sans écho cette fois-ci. Et dans 2 semaines, un thème que vous nous avez demandé là, dès le début. Évidemment, vous comprendrez que ce ne sera pas juste moi et Bastien qui allons parler de ça, parce qu'on va parler de rééducation périnéale avec des experts dans le sujet. Donc, soyez sans crainte, ce sera moi et Bastien qui allons entretenir la majeure partie de la discussion. Évidemment, pour la semaine prochaine, assurez-vous de brancher vos parents, de brancher vos grands-parents sur Facebook parce que ça va être super intéressant la discussion qu'on va avoir avec Frédéric. Soyez avec nous mercredi prochain, encore à 19h30 pour notre Facebook Live sur l'arthrite. Sur ça, ben, bonne soirée, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao! Ciao!